avec toujours cette stratégie du diviser pour régner. Ils ont beaucoup utilisé le musulman contre le français de souche, mais à cause de la cause palestinienne, le musulman est devenu plus antisémite que le français de souche, qui a oublié Pétain depuis longtemps, et qui d'ailleurs était plutôt majoritairement gaulliste, mais enfin, ces gens ne sont pas à un mensonge près. Et aujourd'hui, se rendant compte que l'immigré réislamisé par leurs soins, hein, je le rappelle aussi, hein, et puis sur une ligne bien daéchienne, qu'ils ont fait venir pour affaiblir le français de souche et contrer Le Pen, et ben aujourd'hui ils en ont fait non plus leur allié mais leur ennemi. Et puis ils tendent la main à ceux qu'ils ont persécutés, insultés, humiliés depuis plus de 40 ans en disant finalement on peut peut-être travailler ensemble. Je pense que quand on a un minimum sens de l'honneur, on ne peut que refuser. Mais il y a des gens qui mettent la réussite sociale, la réussite mondaine ou l'espoir d'être plus rusé que le diable. On ne deal pas avec eux, on ne fait pas d'affaires avec eux. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Racisme, psychophobie, le député Renaissance Charles Rodwell présente le pire du conservatisme avec le soutien du gouvernement et la bénédiction de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on parle de la partie transphobe du projet. Cette loi attaque en particulier le droit au changement de prénom et d'état civil, qui est pourtant vital pour de nombreuses personnes trans. En effet, la transphobie administrative et les discriminations à l'emploi sont parmi les sources principales de complications pour cette communauté. On n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui en France. C'est les stats. Alors, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a des tensions politiques et tout qui naissent, qui font que c'est pareil, c'est toujours fluctuant. Moi, je parle d'une tendance, et tendanciellement, on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui en France. Par contre, c'est vrai qu'il y a un énorme sentiment d'insécurité. Mais du coup, si ce sentiment d'insécurité ne s'explique pas par l'insécurité, parce que c'est pas le cas, et ça c'est scientifique, il vient d'où? Je sais pas moi. Peut-être des discours de merde que les gens comme Sardoche ils ont, qui a un contexte médiatique en France, qui pourrait expliquer le fait que les gens ont un sentiment d'insécurité qui ne correspond pas à la réalité, genre. Je sais pas moi. Tu veux faire coucou? Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, j'ai envie de suivre une femme. D'accord. Est-ce que tu fais ça le soir, le matin, l'après-midi? N'importe quand? Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'horaire? Soirée. Ok. Pour moi, la gauche, c'est un monde où, bon déjà, moi j'ai des idées très extrêmes. Je pense qu'il faut par exemple un salaire universel pour tout le monde. Genre tu donnes à tout le monde 900 € par mois. Ouais, bon, c'est ça le problème. Moi aussi, regarde, si je dis que je suis pas d'accord, pourquoi? Parce que ça voudrait dire aussi que les flemmards, tu les payes aussi. Non, tu veux attends, bien que tout le monde va pas travailler. Parce qu'en fait, la flemme, genre, c'est des trucs qui sont construits. Genre, personne. C'est le but de personne de rester dans sa télé toute la journée, de manger des cacahuètes. Alors, le but primaire pour un individu, c'est de faire le moins d'efforts possible. Non, le but primaire pour un individu, c'est son bonheur. Genre, partons déjà de cette base-là. Alors, si on part déjà de la base de ce que c'est qu'un humain, il cherche à faire le moins d'efforts possible pour survivre. C'est pour ça que je te dis qu'évidemment il y aurait des flemmards. C'est une idée que tu as, c'est une opinion. C'est factuel, c'est-à-dire que le but c'est de dépenser le moins possible son énergie. Quelle est ta source? Excuse-moi, tu es scientifique, tu es chercheur? Le but pour un être vivant, même pas pour les humains, c'est de dépenser le moins possible son énergie pour survivre. On est d'accord? Bah non, je pense pas. Oh, mais non, genre parce qu'on n'est pas des limaces, genre on est des êtres humains, du coup genre mais on a une conscience. Évidemment, on serait obligé d'aller partir, chasser, manger, etc. On est obligé de le faire, hein. Mais simplement utiliser le moins d'énergie possible. Tu te doutes bien qu'en tant qu'homme préhistorique, ils vont pas aller faire des marathons. Le but c'est de préserver ton énergie pour survivre. C'est vrai, on devrait annuler les Jeux Olympiques là, c'est complètement con. Mais quelle idée! Allez, je viens rejoindre la manif. C'est un concept de société, ça, tu vois. Évidemment que ça n'existait pas avant. Ouais. Ça. On a lâché la fierté à gauche. Et je voudrais juste avoir quelques phrases là-dessus parce que on a laissé la question de la fierté au Rassemblement national en disant vous serez fiers d'être français. Mais ça, c'est une fierté au rabais. C'est-à-dire que c'est une fierté qui consiste juste à être né quelque part. Alors que la fierté qu'on doit offrir, nous, la gauche, au peuple qui vit en France, c'est de se dire que son enfant pourra réussir à l'école. C'est une fierté qui pourra se dire qu'on a de quoi aller en vacances. C'est une fierté qui permet de dire on va prendre le train et on va aller voir nos proches et les gens qu'on aime. C'est une fierté qui consiste à se dire que si mamie est malade, eh bien, elle aura des soins à domicile ou elle pourra aller à l'hôpital. Et en fait, cette fierté-là, c'est pas une petite fierté. Mais ça, c'est en train de complètement se déliter et on oublie complètement ça. Quand cette période-là. Alain, ce qui est assez obscène, c'est qu'elles se croient subversives alors qu'elles sont incroyablement normatives et qu'elles sont en fait des agents du pouvoir alors qu'elles pensent contester le pouvoir. Et c'est ça qui est le plus affligeant. Parce qu'en fait,
cette idée très arrogante et naïve d'être dans la subversion, alors qu'en fait, elles sont des agents de propagande, voire même des commissaires politiques quand elles ont un peu de pouvoir. On est vraiment passé en fait dans cette massification, je dirais, du canapé du psychanalyste au canapé du bordel. Vous voyez, c'est ça il y a quand même cet effondrement. Parce que dans la psychanalyse, à l'époque de Freud, il y a quand même encore du concept, il y a un peu de raffinement. C'est intéressant, puis aussi c'est un peu nouveau, c'est vrai, de s'intéresser à l'hystérie féminine d'une autre manière. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans le, comment dirais-je, c'est de la merde de masse, quoi. C'est ça qui est tragique. Et puis avec ce côté aussi qui est incroyablement agressif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai dit par ailleurs, je dis... il n'y a pas de guerre des sexes, parce que s'il y avait une guerre des sexes, les hommes l'auraient déjà gagné. Il ne faut pas oublier que le pouvoir de la femme est essentiellement le pouvoir que l'homme lui donne, et que l'homme lui donne non pas par fascination pour la putain, mais par respect pour la mère. Il faut rester quand même dans cette dualité simple. Il y a deux femmes pour l'homme fondamentalement, il y a la maman et la putain. Hein. En tant qu'éducateur, éducateur spécialisé, vous avez dû... puisque vous avez dénoncé en fait l'incurie du système, vous avez dû assister à des choses aberrantes. D'un point de vue des jeunes, vous voulez dire? Oui, d'un point de vue des jeunes. Des jeunes placés, oui, bah bien sûr. Les jeunes placés, on constate des exigences absolument effroyables. Alors, il y a tous les jeunes qui veulent être placés dans tel quartier de Paris. Donc vous êtes occupé de jeunes qui vous demandaient d'être placés dans d'autres quartiers de Paris. Voilà, dans certains quartiers de Paris bien précis, avec telle personne, un cousin, dans tel département, parce que le cousin était là-bas. Il y avait des jeunes qui étaient placés, par exemple, à l'hôtel. Alors, quand j'y étais, on pouvait placer directement à l'hôtel. Après, ça a été interdit. Donc, l'aide sociale en France plaçait des jeunes, confiait des jeunes à France Terre d'Asile. Et c'est France Terre d'Asile qui les plaçait à l'hôtel. Donc, c'était un moyen dérivé de mettre les jeunes à l'hôtel. Mais les jeunes se plaignaient parce que il n'y avait pas, par exemple, d'air conditionné dans l'hôtel. Parce que la nourriture, ils avaient des exigences. Oui, parce que la nourriture n'était pas bonne. Moi, je me souviens d'un jeune que j'avais placé, donc c'était à Assemblée nationale, métro Assemblée nationale à Paris. C'était au 6e étage avec ascenseur, 25 mètres carrés meublés, vue sur la Tour Eiffel. Et le jeune m'appelle le lendemain en me disant « le lit grince un peu, donc il faudrait me changer le lit ». Et il a appelé l'association qui l'avait pris en charge. Et l'association qui avait pris en charge m'a dit, il nous a appelé en disant les lumières sont un peu vives. Ben dis non. Donc c'est des exigences un peu importantes. Donc bien entendu, moi je n'ai pas donné suite, mais le responsable aurait voulu qu'on pallie ces carences. Et puis il y a aussi un autre exemple, un jeune qui avait été placé en appartement et qui m'avait appelé en me disant que les WC étaient trop petits. D'accord. Donc voilà. Alors, de retour chez eux, la famille s'installe dans leur logement. Le rez-de-chaussée, 20 € par mois. Voilà. C'est vrai que je fais plus de grandes courses. À l'époque, on faisait des courses, on faisait des 300 €, des caddies plats. Maintenant, j'ose plus. En fait, j'ose plus mettre de l'essence et j'ose plus remplir le frigo. En fait, je fais petit à petit. Monseigneur Lefebvre est allé voir le cardinal Ratzinger et lui a dit « Mais attendez, on fait quoi maintenant ?» Pendant 2000 ans, l'Église a enseigné certaines choses de façon infaillible. Aujourd'hui, Vatican II enseigne le contraire. On fait quoi? On suit 20 siècles d'Église, on suit 20 conciles écuméniques, on suit 260 papes, on suit un concile écuménique, le 21e, et les derniers papes. On fait quoi? Monseigneur Lefebvre a expliqué au cardinal Ratzinger, qui le savait très bien, parce qu'il connaît son catéchisme quand même. En 1864, le pape Pie IX a condamné de façon infaillible la liberté de conscience. Le Vatican II dit expressément le contraire dans la déclaration sur la liberté de conscience, la déclaration de 1965, fin du Concile Vatican II. Le cardinal Ratzinger a répondu ce que je viens de vous expliquer. Et il est vrai que le pape Pie IX était infaillible en 1864 en condamnant la liberté de conscience. Cependant, Vatican II aujourd'hui a changé parce que ce qui était infaillible en 1864 n'est plus infaillible aujourd'hui. Et Monseigneur Lefebvre a répondu, pourquoi voulez-vous alors que j'accepte Vatican II, puisque dans quelques années, il y a Vatican III qui va arriver, qui va dire le contraire de ce qu'a dit Vatican II.
II, c'est exactement ce qui arrive. Parce que maintenant, vous avez des tas d'évêques, notamment la conférence épiscopale allemande, hollandaise, américaine et française, qui commencent à dire le Vatican II, c'est vieux ce truc-là. Ça date de 1962-1965. Il y a de l'eau qui est passée sous le pont. Il faut maintenant un Vatican III pour adapter et tout changer parce que les trucs de Vatican II, c'est beaucoup trop vieux ça. Et maintenant, vous avez des évêques qui se disent catholiques et qui demandent tranquillement l'ordination des femmes, la dépénalisation de la sodomie, de l'homosexualité. On va où comme ça?